Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle Heliofot. J'étais directeur général donc d'une business unit d'un groupe qui s'appelle Heliofot. Et lorsque je suis arrivé, j'étais en charge de la transformation digitale de cette entreprise. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une équipe très en douleur, pas très heureuse. Et il m'a fallu faire une action et même des formations pour pouvoir réengager les équipes et puis les remotiver. Et de ça, j'ai appris énormément de choses. Et voilà, avec aujourd'hui, je vais vous partager cette expérience, ce retour d'expérience. Et ça a vraiment bien fonctionné. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je suis coach carrière et en transition professionnelle essentiellement, et formateur en management et en recrutement. Donc, nous allons, dans un premier temps, faire des constats RH dans le secteur du végétal. Dans un second temps, on parlera de perspectives et d'actions à mener, justement en vue des enjeux que nous aurons déterminés. Ensuite, on va conclure et puis on fera un tour de table. Alors, bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Je pense que je vais être relativement dans un tunnel, donc Pascal, n'hésite pas à m'interrompre. Et il y a quelqu'un qui veut poser une question. Ça marche? Allons-y. Alors, dans un premier temps, donc, comme je vous ai dit, on va balayer les points. Je pense que c'est des points que vous avez vous-même identifiés sur votre site. Mais on va le mettre en partage. Ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble de ces points ont été tirés des études de Valor et de l'UNEP. Je fais toujours référence, hein. Alors, premier point, difficulté de recrutement. Difficulté de recrutement, pourquoi? Dans une première chose vraiment importante, c'est le manque d'attractivité du secteur. C'est une image perçue comme peu valorisante, hein, ce qui a été souligné. Mais il y a un paradoxe, c'est pourtant, il y a 80%, 83% des jeunes, hein, de moins de 30 ans souhaitent exercer un métier en lien avec la nature, avec l'environnement, un métier, je dirais, d'extérieur. Le manque d'attractivité aussi est dû aux conditions de travail souvent perçues comme difficiles. Alors attention, on parle souvent de perception. Les personnes ont cet a priori, hein, ont cette croyance. Il se peut que ce soit parfois vrai, mais aussi parfois faux. C'est bien sûr en fonction de la météo, je pense. Il y a aussi le troisième point, c'est la perspective d'évolution qui est perçue comme limitée. Et quatrième point, reconnaissance insuffisante des compétences techniques. Donc, reconnaissance insuffisante, il y a des compétences techniques, mais voilà, les jeunes perçoivent que c'est pas suffisamment reconnu. Ensuite, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a une pénurie au niveau des profils qualifiés. Il y a un manque de visibilité des formations spécialisées. Il y a des formations spécialisées, mais il y a un manque de visibilité, hein, manque de communication au niveau des écoles. Difficulté à faire reconnaître les métiers aussi et l'expertise auprès des chercheurs d'emploi. Ce sont des métiers experts. Pour pouvoir travailler dans le secteur du végétal, on doit acquérir des connaissances, des compétences, des expertises, et, euh, et pourtant, il y a ce manque de reconnaissance. Ensuite, point suivant, c'est la difficulté d'intégration et de fidélisation. Donc, c'est difficile à intégrer les nouvelles personnes et à fidéliser. Ça va être sur ce point-là essentiellement que je vais moi m'attarder dans une seconde partie. Donc, cette difficulté d'intégration et de fidélisation est due bien sûr à la saisonnalité des activités, parce que vous faites appel à pas mal de saisonniers, mais en même temps, on pourrait fidéliser des saisonniers, c'est-à-dire qu'ils pourraient spontanément, éventuellement, avoir le souhait de revenir chez vous. Deuxième point, c'est le contrat court sans réelle stabilité. Donc, il y a pas mal de contrats courts, pas mal de CDD. Et puis, pour ceux qui sont en poste, c'est peu de perspectives d'évolution.
Voilà, c'est-à-dire, effectivement, ce sont des petites, moyennes entreprises et les évolutions sont, comment dire, pas si variées que ça, en fait. Alors, la rémunération, eh oui, il faut bien aborder cette rémunération. Eh bien, elle est perçue, jugée comme peu attractive et peu évolutive. Effectivement, la marge entre un junior et puis un senior, c'est une marge relativement étroite, contrairement à certains métiers dans d'autres secteurs. Donc là, j'ai pris trois exemples, hein, un jardinier paysagiste, un vendeur pépiniériste et puis un responsable de production horticole. Vous voyez, la marge est assez faible. Donc, deuxième enjeu, après le premier, c'est l'enjeu de la fidélisation. Donc, trois enjeux de fidélisation essentiellement, c'est pourquoi fidéliser? Pourquoi il est important de fidéliser? C'est sécuriser l'activité. Dans un contexte de pénurie, dans un contexte où la main-d'œuvre est pas si nombreuse, euh, voilà, ça permet de maintenir les talents. Fidéliser, c'est garder, conserver ses talents. Ensuite aussi, le deuxième enjeu, c'est la transmission des compétences. Euh, la population française vieillissante, euh, eh bien, le secteur du végétal est touché également de plein fouet. Les personnes, il y a, je pense, je suppose, pas mal de personnes prévues en départ en retraite dans les 5 ans. Et vous comprenez qu'il est quand même important que les jeunes qui arrivent soient pris en main, soient mentorés par les anciens avant le départ à la retraite. Donc il y a un switch, il y a un enjeu fort sur ce switch entre les jeunes et les anciens. Donc il faut conserver, préserver ces anciens avant leur départ pour cette transmission. Troisième enjeu de la fidélisation, c'est bien sûr fidéliser, ça veut dire engager ses collaborateurs, ça veut dire plus de productivité et aussi une meilleure cohésion d'équipe. C'est-à-dire que chaque élément ne travaille pas de manière indépendante, il faut cultiver cet esprit d'équipe et vous allez voir surtout la Gen Z, ils ont besoin de travailler dans une tribu, ils ont besoin du social, ils ont besoin de la relation. Ce ne sont pas des travailleurs indépendants. Alors, financièrement, il y a un impact. La fidélisation est aussi le turnover a un coût. C'est-à-dire embaucher une personne qui, 3 mois après, part, coûte cher à l'entreprise. Parce qu'il y a un coût du recrutement, il y a un coût lorsqu'il arrive, un coût de formation. Donc, c'est important dès le départ de l'impliquer, de tendre vers cette fidélisation, de travailler les leviers de motivation et de fidélisation qu'on va voir par la suite. Ensuite, les enjeux RH touchent bien sûr l'organisation. Donc, on va aborder les enjeux organisationnels. Et notamment, il y a de nouvelles normes environnementales qui arrivent, comme par exemple la loi Labbé. Ou alors, il y a aussi des nouvelles lois qui touchent le social, les lois autour des apprentis, de l'apprentissage, de l'alternance, qui vient impacter les ressources humaines. Il y a l'augmentation des coûts de production, donc bien sûr, il y a des arbitrages à faire, hein. Les coûts de production, ils sont impactés par l'énergie qui augmente, les ravageurs émergents, tout ce les innovations aussi, intégrer de nouvelles machines, ça a des coûts. Euh, la pénurie de main-d'œuvre chronique, eh bien, ça ne permet pas de stabiliser votre organisation, je dirais, d'un point de vue ressources humaines. Il y a toujours à remplacer quelqu'un, il y a quelqu'un qui part, il faut relancer. Donc, ça, c'est pas stable. Et puis, troisième point, c'est le management d'une génération Z qui a de nouvelles croyances. Voilà, ils sont. Alors, vous allez voir par la suite trois croyances et valeurs, sachant que les valeurs de chacun sont des croyances. D'accord? Donc, cette nouvelle génération, eh oui, elle ne pense pas comme nous.
Moi, je suis un X. Sûrement, parmi vous, il y a des millénials. Alors, quand on parle de génération Z, ce sont des personnes qui sont nées entre 95 et 2015. Avant 1995, ce sont des millénials. Et les X, entre 1960 et, 1990. Voilà. Ah, problème de pour passer mon écran. Voilà. Donc, on est face à des choix, en fait. C'est l'heure des choix de vous, dirigeants et vous, managers. Vous êtes face à des choix qui sont cruciaux et vous êtes sûrement vous posez des questions sûrement sur cet avenir qui est dit incertain. Alors, les Américains parlent d'environnement VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Euh, et cet environnement, du coup, elle se traduit chez vous autour de la transition environnementale qui pose des questions, autour des innovations technologiques qui vont de plus en plus vite. Donc, innovation technologique qui touche à tous les niveaux, et puis avec l'arrivée de l'IA, des robots, des drones, euh, il y a les nouveaux comportements des consommateurs aussi, qui posent de nouveaux, voilà, nouvelles questions. Et puis, là, ça vous tige directement. Et puis, c'est sur cette masterclass, c'est comment attirer les talents, comment attirer les nouveaux talents. Donc, c'est comment travailler sa marque employeur. Je ne sais pas si vous travaillez votre marque employeur, c'est-à-dire euh, autour de votre stratégie RH, votre stratégie de recrutement. Il est important de travailler sa marque employeur, de transmettre des messages autour de vos valeurs, de votre vision d'entreprise. Et on l'abordera un petit peu plus loin. Et puis, le nouvel enjeu, eh bien, c'est recruter la nouvelle génération avec leurs nouvelles attentes, leurs nouveaux besoins qui ne sont pas évidents à saisir. Alors, face à tout ça, je vais vous proposer des actions. Je vais vous proposer des actions. Je veux aussi vous faire. Je vais vous apporter des connaissances scientifiques. Il y a eu énormément d'études faites autour de l'engagement dans une entreprise, de la motivation des personnes et des équipes. Et je souhaiterais partager ça avec vous. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer exactement comment le mettre en œuvre, mais en tout cas, ça, je le fais dans le cadre des formations. Mais là, je vais vous montrer que ça a été étudié et qu'effectivement, c'est tout à fait possible et envisageable. Alors, valoriser les métiers, la première chose, bien sûr, c'est de valoriser les métiers. Ce que j'ai vu, je suis tombé sur cette statistique très intéressante sur la présence en ligne. Donc, la communication, aujourd'hui, elle se fait essentiellement sur Internet. C'est plutôt rassurant, hein, c'est que le secteur du végétal est très présent sur Internet. Je vois qu'il y a une alimentation au moins une fois par mois. Et donc, moi, je me pose la question, y a-t-il une vraie stratégie de communication qui a été établie, une vraie stratégie avec de vrais objectifs, que ce soit business, soit ressources humaines. Lorsque je parle bien sûr de marque employeur, ça se passe surtout sur le digital et on doit communiquer d'un point de vue stratégique, hein, autour de sa marque pour attirer les talents, attirer les personnes. Par exemple, quand je parle de stratégie, c'est une stratégie globale pour agir sur la communication marketing, c'est mettre en place ce qu'on appelle par exemple un inbound marketing. Inbound marketing, c'est produire du contenu intelligent. Produire du contenu intelligent pour montrer notre expertise et, je dirais, pour euh, attirer tant les clients que les personnes en se disant, mais c'est cette entreprise que je veux rejoindre parce qu'elle est pertinente dans ses propos. Par exemple, ça peut être une vidéo d'un horticulteur qui taille des rosiers et qui montre comment bien tailler ses rosiers. C'est un exemple. Une petite vidéo.
il y a des likes, des partages, ça fait un petit peu de buzz dans le milieu et, euh, et il suffit que des jeunes s'intéressent, ils vont s'abonner et ils vont suivre de plus en plus. Vous voyez, par exemple, là, vous avez un exemple sur la droite, Costil, qui a quand même 67 000 followers. Il n'a pas énormément publié, hein. 299 publications, c'est pas énorme, énorme, mais il a 77 000 followers. Ça veut dire il est pertinent dans son propos. C'est quelque chose d'extrêmement efficace. Ensuite, ce qui est important pour fidéliser les métiers, bien sûr, c'est la formation professionnelle. C'est déjà un métier très technique, mais avec les innovations, il faut absolument que les personnes restent à jour. Ensuite, d'un point de vue stratégique, bien sûr, il faut aborder toute la dimension innovante de votre métier. Par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies comme les robots, les drones, et puis aussi avec toutes les nouvelles lois, bah oui, faut faire preuve de créativité. Si on ne peut plus utiliser certains pesticides, comment fait-on pour pouvoir continuer à traiter et à produire de façon rentable? Alors, consolider sa marque employeur. Je vais vous donner des pistes. C'est des pistes de réflexion qui me semblent intéressantes. Il y a 5 leviers majeurs pour pouvoir consolider sa marque employeur. Le premier levier, c'est l'identité forte. L'identité forte, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est être au clair avec sa raison d'être, c'est être au clair avec sa vision et ses valeurs. C'est ce qu'on appelle en communication construire sa plateforme de marque. Ça a un nom, hein, plateforme de marque, c'est simplement rédiger sa raison d'être, noir sur blanc, sa vision, ses valeurs. Et ça va être un élément essentiel dans sa communication, dans sa marque employeur. La génération Z a besoin de beaucoup de transparence et d'authenticité. Et donc, communiquer autour, être transparent sur sa vision d'entreprise, c'est quelque chose qu'ils attendent fortement. Il y a aussi l'engagement sociétal. Comment vous engagez d'un point de vue sociétal au niveau de l'environnement et puis aussi autour du RSE. La communication marketing digitale, hein, pour consolider sa marque, eh bien oui, bien sûr, il faut diffuser ces messages à travers une stratégie inbound, et pas que, mais essentiellement, une stratégie inbound qui marche vraiment bien. Et puis, j'ai oublié de vous dire, ça coûte pas si cher que ça, hein. C'est beaucoup moins cher qu'une communication traditionnelle. Donc, d'un point de vue de budget, c'est tout à fait accessible aux petites entreprises et PME. Ce qui est important aussi pour consolider sa marque, c'est bien sûr travailler la motivation, mais travailler aussi le bien-être au travail. Alors, quand je parle du bien-être, c'est le bien-être physique et psychologique au travail. Ça veut dire que c'est un management adapté, un management que moi je dis positif, engageant. Euh, on parle de manager coach. Moi, je dirais plutôt, chez vous, ce serait plutôt une posture de mentor, c'est-à-dire d'accompagner les jeunes, accompagner à ce qu'ils aient une autonomie rapide, les encourager dans leurs initiatives. Vraiment, et puis surtout, on le verra par la suite, autour de la reconnaissance. Et puis aussi, aujourd'hui, il va falloir apporter de la flexibilité, ce qu'il n'y avait pas forcément hier, mais c'est vrai que depuis le Covid, il est essentiel d'apporter de la flexibilité au travail, à des aménagements horaires, aménagements, je dirais, hebdomadaires dans le travail. Et enfin, eh bien, apprendre à parler à la jeune génération, c'est-à-dire à travailler son altérité avec cette jeune génération et adapter son management. Alors là, je parle, là, vous avez un tableau, je pense que les slides seront partagés, je pense, hein, Pascal, hein, après. Hein. Hein, tu les partageras. Ouais. Parce que là, je vais pas aborder toute la slide. J'ai mis 2 flèches qui me semblent importantes pour comprendre la génération Z. C'est l'importance du sens des valeurs. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de travailler et que ça fasse sens pour eux. Ça sous-entend que comprenez qu'on ne peut plus faire un management uniquement directif. Il y a vraiment du participatif, du délégatif, il y a des échanges, il y a même du mentoring inversé. Hein. On encourage le mentoring inversé avec les Gen Z, c'est-à-dire que vous transmettez vos compétences
je dirais, autour du végétal. Et eux, ils peuvent vous transmettre les compétences autour du digital, parce qu'eux, on les appelle aussi les digital natives. Et donc, vous pouvez compter sur eux pour ça. Et puis, ils ont aussi une soif d'apprendre. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes sur, euh, quand on voit soif d'apprendre, c'est un levier de motivation majeur chez la Gen Z. Après, je parle aussi, bien sûr, de totale transparence, mais j'en ai déjà parlé. Mais quoi qu'il en soit, on va revenir par la suite. Alors, aussi, la première question, c'est comment sortir de l'impasse de la rémunération. Alors, ce qui est important à comprendre, la rémunération, alors en France, on a toujours un petit peu de mal avec l'argent, mais lors d'un recrutement, on termine toujours par la fameuse question, quelle est votre prétention salariale? Et c'est intéressant d'avoir cette question. Pourquoi? Parce que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Hein. Lorsque je dis que ce n'est pas qu'une question d'argent, donc là, je vais aborder la fameuse pyramide de Maslow que certains de vous doivent connaître. Ce qui est important de savoir, c'est que l'argent, on la situe souvent au niveau de la sécurité et de besoins physiologiques. Alors, pour faire bref, la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins que nous avons tous, hein, des besoins humains. Et ce qui est important de savoir, c'est que la base de la pyramide, les besoins physiologiques doivent être satisfaits pour ensuite satisfaire les besoins suivants, qui sont des besoins de sécurité. En France, dans les pays occidentaux, les bases besoins physiologiques, sécurité sont relativement satisfaits rapidement. Et donc, vous allez avoir affaire à des personnes qui ont, comme ça c'est acté, qui ont besoin de satisfaire des besoins sociaux, de l'estime de soi et de l'accomplissement personnel. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, bien sûr, pour motiver et engager les personnes. Le salaire, ce n'est pas un levier de motivation. C'est un levier de satisfaction ou d'insatisfaction. Le salaire, en fait, ça touche la sécurité et le besoin psychologique. Je dois être satisfait vis-à-vis de mon salaire pour garantir la satisfaction de ses besoins. Mais le salaire, ça touche aussi l'image de la personne. C'est-à-dire que mon salaire, je dois être fier de gagner cet argent, je suis fier de mon métier, mais je suis fier que le salaire correspond à mon métier. C'est-à-dire, voilà, ça nourrit un sentiment oui, de satisfaction. D'accord. Il y a Herzberg, c'est un autre, excusez-moi, un autre psychologue américain qui a sorti un modèle, il appelait ça le modèle bifactoriel. C'est un gros mot, mais vous allez vite comprendre parce qu'il y a deux facteurs pour embarquer, je dirais, pour considérer les personnes. Le premier, il a appelé ça les facteurs d'hygiène dans les années 70. Le salaire fait partie des facteurs d'hygiène. Ces facteurs d'hygiène ne sont pas des facteurs de motivation, mais doivent être pris en compte pour que la personne dise je suis OK. C'est-à-dire c'est simplement je suis satisfait de mon salaire, je suis satisfait de mes conditions de travail, je suis satisfait de l'environnement de travail qu'on me propose. S'il n'est pas satisfait, eh bien, il aura tendance à se poser des questions et à bouger. Quand je dis bouger, ben, éventuellement partir. OK. Par contre, les vrais métiers, et lui, il a identifié en 71 les leviers de motivation qui seront étudiés par Deci et Ryan, qu'on va aborder par la suite. C'est l'intérêt du travail. Oui, l'intérêt du travail, c'est un levier de motivation. La responsabilité, responsabiliser les personnes, leur donner des responsabilités. Et alors là, un levier essentiel, très peu fait en France, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire envoyer des signes de considération aux personnes, reconnaître leur importance au travail. Dites-vous bien que 60% des personnes quittent l'entreprise à cause d'un manager qui n'envoie pas assez de signes de reconnaissance. Voilà, ils se trouvent démotivés. La reconnaissance, c'est vraiment un pilier de la motivation. Ensuite, vous avez la perspective d'évolution. J'en parlais, c'est important de donner une perspective d'évolution. Et de sans arrêt donner des défis. Lorsqu'on donne des défis, ce n'est pas des défis très élevés, mais c'est à chaque fois, c'est donner un petit truc en plus. C'est-à-dire, tiens,
j'ai un niveau de connaissance suffisant, mais de faire cette activité, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et cet apprentissage, bah, ça met un petit stress, mais ça motive. Ça motive d'avoir ce petit lien d'apprentissage. Et si je rapproche le modèle d'Herzberg de la pyramide de Maslow, eh bien, ça correspond pratiquement à ce que je vous disais, c'est que les piliers de la pyramide, les deux premiers piliers doivent être satisfaits, mais ne motivent pas forcément. Et les trois autres, par contre, on n'est pas sur l'ordre de la satisfaction, ce sont des piliers de motivation. La personne, la recherche d'estime de soi, hein, par exemple le deuxième, ou l'accomplissement de soi, euh, nécessite, nécessite d'être engagé dans une tribu, nécessite d'être motivé par son entourage et par son N plus 1 directement. Alors, comment repenser notre approche de motivation? Comment je vais pouvoir motiver mes équipes? Ce qu'on va voir, ça touche toutes les personnes. Mais eh bien, avec la jeune génération, ça prend, que je dirais, comme une importance supérieure. Et ça, on va le voir. Leslie et Ryan, ils ont développé une théorie de l'autodétermination. Cette théorie de l'autodétermination, c'est quand même près de 17 000 études qui a été repris, revalidée, et ils en ont sorti 4 fondamentaux, du bien-être psychologique et de la motivation au travail. Et c'est ça qu'on va aborder. Le premier point, vraiment essentiel, c'est tout le monde a besoin d'autonomie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit un manager délègue, il fait faire, et cette délégation doit amener votre collaborateur à un haut niveau d'autonomie. Non seulement il doit l'amener, mais c'est un vrai besoin psychologique des personnes. C'est à un moment d'être responsable de la façon de faire le travail. D'accord? Et il doit avoir ce sentiment, c'est un sentiment de liberté. Comment moi je vais pouvoir faire les choses. Pour ça, bien sûr, il doit acquérir des expertises. Et c'est vous qui allez transmettre le comment faire. Alors, un jeune, l'autonomie est très basse, mais son besoin est très haut en autonomie. Et vous allez monter le curseur peu à peu. Et c'est comme ça qu'il devient senior et qu'il devient lui-même à son tour expert. Et vous lui dites, Dijon, voilà, un tel, tu dois faire ça cette semaine. Vous n'avez pas besoin de lui dire tous les jours qu'il a besoin. Il sait comment s'organiser, il sait comment faire, il sait quel outil utiliser, etc. OK? Ensuite, on a un deuxième besoin important, c'est le besoin de compétence. Ça veut dire, c'est un besoin d'apprentissage. On doit acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expertises, et on doit les utiliser aussi, hein. On doit les expérimenter, les affiner. Et donc pour ça, c'est là, ce que je vous parlais de défis dans le modèle d'Esberg, eh bien oui, nous avons tous besoin de défis. Si une personne et c'est ça, au recrutement, il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui vous motive dans une journée, quel est le moteur. Racontez-moi la meilleure de vos journées. Euh, à la fin de la journée, vous avez bossé, vous rentrez chez vous, vous prenez un verre, et puis vous vous dites, waouh, j'ai passé une super journée. Racontez-moi pourquoi vous avez passé une super journée. Et vous allez voir que très souvent, les personnes vont dire parce que j'ai appris quelque chose de nouveau. Voyez. Et donc l'apprentissage, c'est vraiment un levier très important. Troisième point, c'est le besoin d'affiliation sociale. Et là, ça touche, on est en plein dans la jeune génération. Ils ont besoin de travailler pour une tribu, ils ont besoin de travailler pour un collectif fort, c'est-à-dire où il y a une vraie culture d'entreprise. Je travaille chez vous parce que j'aime travailler chez vous, parce que vous faites telle chose, vous dites telle chose, vous avez cette vision, vous avez ces valeurs. Et pour eux, c'est vraiment important. Et donc, ils ont besoin de travailler pour des objectifs communs et voir qu'ils les dépassent un peu, quoi. C'est-à-dire carrément avoir une vision sociétale de leur boulot. Et c'est ça qui donne du sens. OK? Et donc, justement, je vais aborder cette dimension sens.
Il y a Daniel Pink, un Américain, il dit le sens que il souligne le sens qu'on leur donne à son travail. Euh, il faut qu'aujourd'hui, le travail ait un sens et un but. C'est essentiel. C'est-à-dire que le travail n'est pas que pour gagner de l'argent. C'est un élément essentiel, bien sûr, mais euh, quelque part, il y a quelque chose à réaliser, il y a quelque chose à construire. Et on tend vers un but qui apporte du sens aux personnes. Ça veut dire que comment appréhender le sens du travail? Le sens du travail chez la Gen Z. Donc, je vais vous expliquer donc, la théorie motivationnelle d'Etty Ryan, qui est applicable à tout le monde, hein. Mais il se trouve que la Gen Z, c'est encore plus fort. Alors, ce qu'il faut voir, ah, ok, j'ai un petit problème sur le premier. Bon, c'est pas grave. Donc, regardez le premier. Donc, je suis obligé de faire. Donc, au travail, lorsqu'on parle du continuum de motivation, nous en sommes tous là. C'est-à-dire que dans une journée, on fait des choses, on est obligé de faire. Il y a des choses qui nous plaisent énormément, qui ont du sens pour nous. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les trois premiers, je vais même afficher les trois premiers, il y a des activités, je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, ben, j'ai tendance, soit je fais une faute professionnelle, et donc je risque la punition. Donc je le fais parce que j'ai pas envie d'être puni, hein. Et puis il y en a d'autres, je dois le faire. Je dois le faire, bah oui, je dois faire ça parce que pour arriver à une étape suivante, bah, je suis obligé de passer par là, même si ça me motive moyen. Et puis je prouve que je peux faire. C'est un petit peu comme les enfants, hein. Ouais, je prouve que je peux faire les choses. C'est juste une motivation, je dirais, d'ego, quelque part, hein. Sachez que ça, ce qu'on appelle les motivations extrinsèques. Et ce ne sont pas les motivations qui vont engager les personnes. Les vraies motivations qui vont engager les personnes, c'est parce que la personne, elle trouve ce qu'elle fait est important pour elle. Et alors, quand je dis c'est important pour elle, mais ça peut être important pour elle parce que c'est important pour les autres aussi. Parce que je suis quelqu'un qui fait les choses pour les autres. C'est important pour moi de faire les choses pour les autres. Voyez. Donc, quand une tâche qui est importante pour elle, on rentre dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et la dernière strate de cette motivation intrinsèque, je le fais parce que ça fait sens pour moi. Et sachez que lorsque ça fait sens pour la personne, elle va tomber dans ce qu'on appelle son flow et elle ne compte plus ses heures. Ça veut dire que ça lui amène de la créativité, de la flexibilité cognitive, de l'estime, de la confiance en soi, hein. Ça nourrit sa confiance en soi. Ça lui apporte des émotions positives. Et donc là, on est vraiment dans le bien-être psychologique, hein. C'est-à-dire que dans une semaine, hein, il faut beaucoup plus de tâches, d'activités du deuxième qui relèvent de la motivation intrinsèque que de la motivation extrinsèque. Vous avez compris. Il faut que la balance soit supérieure de l'autre côté. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, on fait des tâches qui nous plaisent pas toujours au quotidien, mais il faut que la personne, le collaborateur, ait le sentiment, ben voilà, qui fait des tâches importantes pour elle, qui fait sens pour elle. OK? Marc, Oui? on a une petite question de la forêt, je crois. Pardon? Il y a une main Oui, qui s'est levée. Oui, oui, je vous en prie. oui. Bonjour. Oui, je suis Béatrice Petitot, je suis la responsable RH des Pépinières La Forêt. J'avais une question par rapport à donc la slide juste avant sur ce qui permet de faire sens. Je me suis demandé si si pour que les salariés atteignent ce stade de satisfaction, il fallait qu'ils soient ou du moins, est-ce que ce stade de satisfaction peut être atteint pour des tâches qui sont simples, c'est-à-dire vraiment des tâches d'exécution qui peuvent être répétitives, etc. Ou est-ce qu'il faut forcément, est-ce que c'est un stade qui est plus facilement atteint
pour des postes qui sont diversifiés, qui ont, alors je ne vais pas donner forcément d'exemple, mais voilà, qui ne sont Oui, pas des je postes vois. Oui, mais je crois que répétitifs. votre question Oui, est très claire. ouais. Alors, Effectivement. ce qu'il faut voir, c'est que Desi Ryan a démarré ses études autour de la motivation dans les hôpitaux auprès des aides-soignantes, qui n'ont pas forcément des tâches agréables, qui ont beaucoup de tâches ingrates et aussi très répétitives. Ça veut dire que le sens qu'on donne à son travail et ce qui est important pour nous est très personnel. Il y a des personnes qui ont besoin de routine pour pouvoir se sentir bien dans leur travail. Ils sont rassurés. Et pour eux, ça fait sens. C'est-à-dire que le travail que je fais est important pour mes clients. Sans ce travail de répétition ou même, par exemple, de désherbage, euh, je m'avance, hein, mais des choses un petit peu voilà, rébarbatives, etc. Mais elle va se dire, ouais, je suis fier de ce que je fais parce que je vais pouvoir proposer de belles plantes à mes clients. Et je suis une partie importante du maillon. Si ce n'est pas moi, qui le fera, quoi. Voilà, ce sont tous ces raisonnements qui viennent en jeu. Il y a des personnes, bien sûr, qui ont des niveaux, alors soit d'ambition, soit de besoin, d'attente qui sont ailleurs, qui ont besoin d'être beaucoup plus challengés, et que eux, bien sûr, c'est pas là, hein, c'est pas ce qui est important pour eux. Par exemple, une personne pour qui le défi, l'apprentissage, c'est très important dans son quotidien. Moi, apprendre, c'est hyper important. Ce sont des personnes donc qui ont besoin de défis. Ils vont vite s'ennuyer s'ils font des tâches répétitives. Bien sûr, il ne faut pas les placer là. Et c'est dès le recrutement. Il y a une question qui est importante en recrutement. C'est qu'est-ce qui est important pour vous en fait dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour vous au travail? Racontez-moi. Et là, vous allez, la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Elle va vous dire quelques valeurs. Elle va déjà vous dire, ah bah moi, ce qui est important, bah, c'est de travailler en équipe, hein. Moi, travailler seul, waouh, ça, je vais avoir du mal, hein. Et puis, ce qui est important pour moi, eh bien, bah, c'est d'apprendre. Ou ce qui est important pour moi, c'est de bien faire les choses. Voilà, moi, je suis très organisé. Il faut que les choses soient très bien organisées. Vous allez avoir déjà des, euh, des indices comment motiver la personne. Et puis aussi, à savoir, est-ce que ça correspond aux valeurs de mon entreprise? Est-ce que moi, je vais être capable de satisfaire ce qui est important pour elle? Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, après, alors l'exemple du désherbage était un très bon exemple. En termes de quantité de travail, malheureusement, à certaines périodes, en tout cas de l'année, ça devient majoritaire, pour pas dire quasi exclusif. Et quand bien même on poserait, alors je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, mais ce qui est important pour les personnes, enfin pour les candidats, je dirais que dans ces cas-là, mon résumé, c'est que des candidats qui sont motivés pour faire du désherbage de façon conséquente, bah, il n'y en a pas Oui. vraiment. Mm. Donc, Hmm. c'est là, c'est la difficulté aussi C'est- que l'entreprise a pour supprimer les tâches qui sont, on va dire, pas jugées comme les plus intéressantes par c'est- une majorité de personnes. D'accord. Alors, c'est là où, pardon Marc, oui, c'est là où tu effectivement exercer la perspective d'exercer les mêmes gestes, une routine toute l'année. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, Marc, mais je vais te laisser évidemment la parole, la perspective d'évolution aussi est importante. Dire, ben non, oui. ok, c'est une période, j'apprends et j'ai peut-être derrière la possibilité de faire autre chose, quoi. Voilà, je Hmm. te laisse la parole. Ouais. Alors, euh, il faut aussi peut-être revoir la façon dont on présente le désherbage. C'est sûr que si on le présente comme une épreuve, quelque chose de difficile, ça sera perçu comme une épreuve et difficile par le collaborateur. Alors, je m'avance, hein, mais peut-être qu'il faut mettre un peu de nouveauté de façon d'aborder ça
par exemple, d'une façon peut-être plus ludique, en disant, bon, aujourd'hui, vous avez, je sais pas, un petit peu comme un jeu. Vous avez des bassins, le premier qui remplit ce bac, eh bien, il gagne quelque chose, je ne sais pas, mettre du ludique. Et la Gen Z, voilà, elle a un petit peu cet esprit un peu ludique. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que les garçons sont très, très joueurs, hein. Donc, si on apporte un petit peu le faire différemment, le passer, ça peut être, alors, ça peut être mieux vécu. Il faut chercher, il, il faut, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réunir les équipes. Bon, alors, on est d'accord, des herbages, on est obligé d'y passer. Ça casse les pieds à tout le monde. Mais là, pendant 1 heure, on va se trouver des idées pour rendre le sujet intéressant. Ensemble. Et donc là, vous allez travailler la cohésion d'équipe. Et puis, ils vont trouver ça amusant de déclencher cette opération. Et peut-être vous allez être surpris par les idées qui vont émerger. Comme ce sont eux qui ont sorti ces idées, vous allez voir qu'il va y avoir un regain d'intérêt à participer au désherbage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça peut être une piste intéressante. Bon, sur le long terme, Sur je le sais long pas. terme, oui, mais bon, après, ça peut se changer. On peut refaire cette activité. Oui, On peut. Voilà, c'est une piste. je Ce qu'il faut prends. voir, c'est que autour de quand il y a il faut comment dire, on ne cache pas les difficultés sous le tapis. Au contraire, à la limite, il vaudrait mieux les mettre sur la table et dire allez, on va réfléchir ensemble pour que les choses soient quand même plus agréables. Ça serait quand même mieux, hein. De toute façon, on est obligé, les gars, hein. En horticulture, on est obligé de faire du désherbage. On est d'accord. Oui, bien sûr. Alors, comment on peut faire pour rendre l'activité plus intéressante? Comment on peut faire? Et là, vous allez voir que cette participation, bah, ça va donner de l'émulation. Et puis, ça va travailler oui, la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe. Et la Et créativité. oui, exactement. La La créativité en créativité. entreprise, c'est important, hein. Tout à fait, Parce que exactement. Marc, il faut que tu avances. Pardon, si Ouais, on a ouais, j'avance. terminé, il reste un peu moins de 10 minutes. Oula, alors j'avance. Merci en tout cas pour la question. Alors, ouais. Donc, pour conclure sur le salaire, vous avez compris, c'est pas un élément de motivation. Mais c'est vraiment, je pense, hein, c'est lors du recrutement. Si la personne est à l'aise avec le salaire, demandez ses prétentions salariales, elle dit OK, ça rentre dans votre budget, c'est bon, hein, c'est nickel. S'il est hors budget, bah, bien sûr, vous êtes en négociation, mais l'idée, c'est qu'il soit OK avec le salaire. Ça ne sera pas un problème après par la suite. S'il n'est pas OK, qu'il est vraiment, il prend parce que il a trouvé que vous, oui, ça peut poser un problème par la suite. Voilà. Comment sortir de l'impasse des conditions de travail? Bon, bah, travailler la motivation, s'appuyer sur les soft skills et jouer sur la transparence. Je vais aller un petit peu plus vite, hein. La souplesse d'adaptation, donc, alors c'est important, hein, cette souplesse d'adaptation attendue par la jeune génération, hein, du temps de travail, hein. Vous pouvez les faire travailler, pourquoi? Alors, moi, c'est un exemple, hein, que je donne, travailler 9 heures par jour, mais sur 4 jours, par exemple, hein. Il y a aussi le télétravail, ils sont très demandeurs de télétravail. Alors, bien sûr, dans votre secteur, il y a des postes, c'est possible, mais il y a d'autres postes où c'est pas possible, c'est clair, hein. Il y a aussi l'innovation, hein, innover sur les avantages. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme type d'avantage, hein? Et ça, c'est spécifique à chacune de vos entreprises. Vous pouvez, hein, brainstormer entre les managers, entre l'équipe dirigeante, en dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'avantages? Accompagner les équipes, donc prise en compte des leviers de motivation des collaborateurs, donc autour du sens et du bien-être psychologique. Je vais passer, j'en ai parlé. Comment sortir de l'impasse du management de la jeune génération? Alors, la jeune génération, donc née entre 97 et 2012, bon, moi j'ai dit qu'entre 95 et 2015, j'ai vu ça aussi, hein, c'est vraiment, ça varie un tout petit peu, mais c'est à peu près cette fourchette. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait des modifications en termes de pratiques managériales. Ce qu'il faut voir, c'est que les jeunes, ils ont une priorité absolue autour de l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Nous, les générations X, on était corvéables à merci. Eux ne le sont pas. Il faut le savoir. Il faut acter ça. C'est-à-dire que arriver à 18 heures, leur demander des heures supplémentaires, ça peut être très difficile pour eux. Donc voilà, c'est une priorité absolue pour une personne sur deux. Équilibre de vie et de bien-être au travail, une priorité importante, 80%. D'accord? 80%, c'est important, cette vie et le bien-être au travail. OK? Travailler plus sans contrepartie financière, OK pour 50%. Une sur deux. Ce qui était beaucoup plus dans la génération X. Je ne l'ai pas mis, mais c'était beaucoup plus. C'était autour de 80%. Besoin de reconnaissance, besoin de feedback régulier. C'est essentiel pour eux. Ils ont besoin d'exister, ils ont besoin d'être importants pour l'équipe. Ils sont, je vous dis, ils sont très tribal. Euh, ils ont beaucoup souffert pendant le Covid, les jeunes, parce qu'ils étaient isolés. On ne parle pas assez de cette souffrance. Et je peux vous dire qu'ils se rattrapent aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin de travailler en équipe. Ils ont besoin de feedback régulier de leur manager. Quand je dis régulier, c'est tous les jours. Un simple merci, un simple merci, c'est un bon feedback pour eux. Les 18-24 ans refusent un job vide de sens. C'est pour ça qu'il est important de partager sa vision. C'est pour ça qu'il est important de rappeler la raison d'être, de rappeler la satisfaction que vous apportez aux clients. Et ça donne sens de voir des clients qui ont la banane, ils partent avec leur plante. Pour eux, c'est important de voir ça. D'accord? Adapter son style management du vertical à l'horizontal, ça veut dire ils ont un rejet du management directif. Ils n'aiment pas ils aiment pas les ordres. Donc, il faut être plus délégatif. Il faut, plus participatif. Il faut, voilà. Alors oui, c'est un petit peu plus saoulant parce que ça demande un petit peu plus de temps. C'est bon, aujourd'hui, il y a des herbages. Bon, alors là, Théo, tu serais OK pour t'y coller plutôt que, bon, Roger, hop, des herbages à toi. Là, c'est moins bien. Non, vous posez la question, de toute façon, il va vous dire oui, vous inquiétez pas, parce qu'il sait que le travail doit être fait, quoi. Donc, c'est accompagner, expliquer le sens de la tâche, encourager les initiatives, c'est très important. La transparence, une valeur clé pour la génération Z. D'accord? Donc, vous devez instaurer une culture du feedback bienveillante et constructive. Donc, un feedback, ils préfèrent des feedbacks négatifs, entre guillemets, que pas de feedback du tout. C'est très important pour nous, que ce soit la Gen Z ou pour tout le monde, on a besoin de feedback, même si c'est négatif, plutôt que zéro feedback. Une génération qui refuse d'être micromanagée. Donc, il faut donner des objectifs SMART. Objectif SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Ça veut dire que pour eux, une fois que l'objectif est clair, vous pouvez compter sur eux. C'est pas la peine de revenir sans arrêt, les voir, dire bon alors t'en es où, etc. Alors bien sûr, ils sont jeunes, donc vous pouvez le faire, resserrer lorsqu'ils ont quelques mois de travail, mais et donc il faut très vite comprendre leurs besoins d'autonomie et très vite comprendre qu'il faut lâcher leur basket. Ces jeunes, leur sniper, comme ils disent. Entretenir la motivation et l'engagement. Donc, 74% des jeunes travailleurs estiment que la possibilité de progresser rapidement est un facteur déterminant. Eux, ils ont vraiment une soif de connaissance. Ils ont besoin de ce sentiment de progrès. Pour ça, vous allez nourrir leurs ambitions. On n'a pas tous les mêmes ambitions. C'est intéressant de connaître les ambitions dès le recrutement. Alors, comment tu te vois dans 3-5 ans? Qu'est-ce qui est important pour toi à atteindre à la fin de l'année? Vous voyez, des questions comme ça, vous allez pouvoir mesurer leur ambition. Et après, vous, entreprise, OK, je suis capable de nourrir son ambition, on y va. Parce que si vous nourrissez pas leurs ambitions, ça va être difficile. C'est-à-dire quoi? Proposer des nouvelles opportunités d'évolution et de formation continue. Assurer une flexibilité dans l'organisation du travail. Bon, ils en ont besoin, je vous en ai parlé, flexibilité horaire, des heures. Donc, voilà, je vous avais fait une provision de 4 jours ou 4 jours et demi, congé adapté, horaire adapté aux contraintes saisonnières aussi. Créer du lien social et un sentiment d'appartenance.
eh bien, c'est pas mal de cultiver votre culture d'entreprise, d'instaurer la culture d'entreprise instaurée par le créateur de l'entreprise, hein. Il insuffle ses valeurs, il insuffle voilà l'ambiance, hein, générale. Et voilà, il faut continuer à nourrir ce sentiment d'appartenance. Pour eux, c'est vraiment important. Créer du lien social. Donc, pourquoi pas, hein, faire des petits déjeuners. Je ne sais pas si vous en. Voilà, venir avec des croissants un matin, ça peut faire plaisir, hein. Faire des after-work aussi avec eux. Bon, des séances de sport. Un petit peu comme au Japon, vous savez, un petit peu de gymnastique le matin avant d'aller travailler, surtout si on doit aller désherber toute la journée, plier en deux. Bah, ça peut être sympa, hein, de faire une petite séance d'assouplissement de 10 minutes, pas plus, hein. Et puis, bah, des challenges internes. C'est ce que je vous disais, des petits challenges, des petits trucs. Tiens, on va se motiver, on va mettre un peu de ludique dans le travail. Utilisez le mentorat inversé aussi. Voilà, soyez ouvert sur ah, ok, toi, tu connais ça, bah, ça serait sympa que tu me montres comment on fait. Parce que moi, j'ai aussi envie de progresser là-dessus. Et ils seront, ah, une petite faute là, pratique, c'est pas grave. Ils sont très contents de transmettre leurs connaissances. Voilà. Alors, c'est aussi important de faire un parcours d'intégration structuré, c'est-à-dire de pré-boarding. Le jour J, lorsqu'il arrive, il faut soigner à l'accueil avec un kit de bienvenue, une visite des locaux, une désignation d'un mentor. Il y a quelqu'un qui va le suivre, hein, pendant un mois minimum, hein, je dis vraiment un minimum, sur qui il peut compter. Donc là, voilà, il se sent, il faut lui donner de l'importance à son arrivée, hein. D'accord. Ça, toutes les premières semaines, bah, on lui donne quelque chose de bien organisé, un parcours formel, hein, de formation. Vous lui donnez un programme clair et donc il va savoir un peu ce qu'il va faire pendant ce premier mois. Et après, un suivi régulier, instaurer des points, hein, 3 à 6 mois. Et bien sûr, quand il commence à être beaucoup plus à l'aise, oui, on fait un point tous les 6 mois. Ensuite, les 74% des managers jugent la génération Z plus difficile à encadrer. Bah oui, parce que, en fait, ce qui est important, c'est de communiquer avec eux. N'hésitez pas à poser des questions. Intéressez-vous à eux, ils vont vous répondre, hein, ce qui est important pour eux. Comme je vous ai dit, ils sont transparents, ils sont assez cash, hein, ils sont parfois bruts de pommes, mais au moins, vous êtes au courant, quoi. Donc, ce qui est important pour eux, c'est, ils vont vous le dire, l'équilibre, la flexibilité. Voilà, et puis aussi faire confiance. Ils ont besoin de confiance, hein. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se méfier. Euh, je regarde où j'en suis. Ah, j'ai bientôt fini. Il m'en reste plus qu'une seule slide. Voilà. Donc, surmonter les difficultés et les préjugés, en fait, hein. Ces jeunes, bah, ils ont du talent. Allez à la découverte de ces jeunes, recrutez-les avec confiance et transmettez cette confiance. Bon, il y a un management qu'il faut adapter à cette jeune génération qui arrive. Pour conclure, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Ce que je vous propose, bah, c'est un tour de table. Pascal, on a encore un petit peu de temps? Oui, tout à fait. On a eu une question tout à fait. Je vois pas la question. Est-ce que la personne qui vient ah là, c'est ici. Peut-on vraiment parler d'une RH spécifique au métier du végétal? Il y a des spécificités, mais je dirais, en termes de management, allez, c'est 90% du global. Quand vous êtes manager, le management, c'est c'est une expertise, le management. Vous êtes manager dans une entreprise, vous pouvez être manager ailleurs, c'est clair. Alors, Simplement, vous êtes des managers avec des spécificités techniques. Vous êtes des experts du végétal et effectivement, il y a des spécificités qui font que, oui, c'est pas pareil. Vous êtes face pas aux mêmes problématiques en termes de management. Dans certains secteurs, vous avez moins d'activités
À récurrente. l'extérieur. Enfin, À oui, voilà. Et l'extérieur, puis, par exemple, dans des exactement. conditions de travail, en termes de Voilà, les conditions. rémunération, et Exactement. dans un secteur qui est aujourd'hui, comme l'ont prouvé les études de l'UNEP et de Valor, hein, dans un secteur qui est en tension en termes de recrutement. Donc, le secteur du vivant, en fait, hein, donc oui, il y a des spécificités au métier du végétal. On a une autre. Vous avez levé la main, je vous en prie. Alors, je vois juste RH La Forêt, donc Oui, c'est à reprenez la nouveau parole. moi. Oui, je vous en prie. Je me posais la question si, sur le plan organisationnel, l'entreprise devait prévoir une plus grande, enfin un temps de travail plus grandement dédié à l'accompagnement des collaborateurs dans le temps de travail des managers, ce qui était peut-être moins vrai dans les années passées. Et voilà, si vous répondez oui, ce qui veut dire que ça implique de réorganiser la ligne managériale et de recruter plus et d'y consacrer aussi une part de financement plus importante. Alors, si aujourd'hui votre mode de management est compatible avec le mentorat, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes qui sont en cours d'apprentissage, si aujourd'hui c'est compatible, donner du feedback ne prend pas tant de temps que ça. Envoyer des signes de considération ou donner des objectifs SMART motivants qui donnent du défi aux jeunes collaborateurs, c'est pas une charge Alors, de travail supplémentaire. Oui. ça dépend de la taille de l'équipe accompagnée. Ça demande quand même de Ah bien les oui, connaître. Donc, ça veut dire qu'on passe du temps avec eux. Enfin, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien sûr, et ça dépend aussi combien ils ont de collaborateurs sous leur responsabilité. Vous voyez? Effectivement, s'ils doivent accompagner 5-6 personnes, ça commence Alors, à faire beaucoup en termes d'apprentissage, quoi. on a une autre question sur le mentorat qui n'est pas inintéressante. Euh, donner un mentor, alors je lis la question, donner un mentor à un jeune qui arrive, ok. C'est Ugly qui pose la question, ou Ugly. Mais comment intéresser les mentors? Comment intéresser les mentors? Ils ont tendance à prendre les jeunes pour des boulets et ne les traitent pas bien. Donc là, la question, c'est plus la génération Z, c'est la génération qui va mentorer, qui disent ouais, ils veulent pas bosser. À 18 heures, il avait déjà posé son sécateur. Voilà. À C'est 18 heures, il continuera à poser son sécateur. C'est-à-dire que, comment motiver les mentors? ouais, Peut-être qu'il ne faut pas alors, prendre cela d'ailleurs comme mentor. ouais, eh ben, je pense que c'est ça. Alors, pour être mentor, il faut aimer les gens, hein. Et oui, Il faut aimer les personnes. Sinon, ça va être difficile de transmettre. Et puis, il faut aussi que les mentors soient tolérants, ouverts aux nouveaux enjeux, aux nouveaux besoins des jeunes personnes. Ce qu'il oui, faut dire, c'est que dans les heures d'ouverture, vous pouvez compter sur eux. Ce sont des travailleurs. On ne peut pas dire que ce soit des glandeurs. Il y a un problème. Effectivement, on m'a reporté euh, un horticulteur disait qu'il y avait un déficit d'attention. Vous savez, quand vous faites de la coupe d'arbres, les jeunes montent dans les arbres, couper des branches. Il dit, je dois rappeler les règles de sécurité à chaque fois et il trouve toujours le moyen d'oublier une des règles. Et il me dit, mais aujourd'hui, les jeunes, mais ils ne m'écoutent que 30 secondes ou quoi? Ils ont un vrai déficit d'attention. Effectivement, ils ont un déficit d'attention à cause des écrans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez être bien obligé de les recruter. Donc, il faut faire ouais. avec. Donc, il faut travailler, je dirais, sa patience humaine, quelque part. Mais, ouais, mais là, je Oui, crois que tu as prononcé un mot important, c'est-à-dire que un mentor qui traite mal un jeune, parce que et ça peut se comprendre parfois, être un peu, dire, ouais, mais il veut pas bosser, etc. Il faut pas qu'il soit mentor. Ou alors, il faut le former. C'est-à-dire, il faut l'accompagner dans son mentoring, en fait, dans son mentorat.
Il faut accompagner cette personne qui va se retrouver mentor de cette Gen Z. Il faut l'accompagner. On ne devient pas mentor comme ça. On a une autre question de Solène. Je vous en prie, Solène. Oui, bonjour à tous. Merci. Bonjour Solène. En début de présentation, vous parliez de votre expérience chez Liofot, où Mm. vous aviez trouvé une équipe en souffrance notamment. Oui, Est-ce oui. que vous avez des conseils particuliers dans ces cas de figure, s'il vous plaît? Oui, alors moi j'ai eu une formation en psychologie positive et donc j'ai fait des ateliers, par exemple autour des forces de caractère. J'avais une équipe de développeurs qui ne se parlaient pas, qui avaient un casque toute la journée. J'ai dit c'est pas possible de travailler les uns à côté des autres sans travailler ensemble. Donc du coup, je leur ai fait identifier leurs forces qui sont des compétences acquises naturelles et surtout sur lesquelles on adore utiliser dans son travail. Ils se sont avérés, donc je vous donne vraiment un retour pratique, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas les mêmes forces et qu'ils étaient complémentaires. Et soudainement, ils se sont mis à dialoguer et à se dire, bah, dis donc, tu ne devrais pas faire ça plutôt, et puis moi je te prends. Et ils se sont repartagé le travail différemment. Ils se sont mis à travailler en équipe. Voilà. Et je pense que la dimension travailler ensemble, c'est une dimension très forte pour réenchanter le travail. C'est-à-dire que quand on finit par travailler tout seul dans son coin, dans une entreprise d'une trentaine de personnes, c'est pas normal. C'est qu'il y a une souffrance. La personne s'isole, elle ne peut plus parler avec le. Alors, voilà, la première chose que j'ai fait, c'est de les mettre en communication. C'est de faire en sorte qu'ils se reparlent et ils recommuniquent entre eux. La communication, c'est hyper important en entreprise. Le responsable de communication, c'est le manager. C'est au manager de bien communiquer et de faire communiquer ses collaborateurs entre eux et de manière assertive, c'est-à-dire assertive sans, comment on dit, sans violence, voilà, Sans de jugement. manière bienveillante, quoi. Et sans jugement, oui. Ouais, sans Ok, jugement, tout à Oui. fait. C'est pas compris. facile. Merci. Merci pour la question. On se rend compte hein, que manager, mentorer, ça nécessite des compétences importantes, notamment en soft skills. Et je le rappelle, hein, vous pouvez télécharger notre livre blanc sur les soft skills, les compétences douces qu'on n'apprend pas à l'école la plupart du temps ou dans les écoles de commerce et que vous pouvez télécharger donc gratuitement ce livre blanc sur notre site, le site d'Astrodor Institut-du-végétal. On a une autre question. Comment réussir à inculquer la rentabilité économique et donc la rapidité d'exécution, surtout à un jeune qui arrive? Donc, comment lui dire, bah, il faut que tu ailles vite parce que le temps, c'est de l'argent. Ok. Ben, il faut la culturer. Eh oui, C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, l'entreprise doit être rentable. Elle doit, euh, elle doit assurer, euh, elle doit assurer sa survie et sa vie et sa croissance. Et pour être rentable, elle doit compter sur ses collaborateurs. Et si tu touches ce salaire, c'est parce que tu as atteint un seuil de rentabilité suffisant pour que moi je puisse te payer. C'est-à-dire qu'il faut être aussi transparent sur le business de votre entreprise. Je ne sais pas si vous faites des réunions de business avec voilà le premier semestre, le premier semestre où on en est, voilà notre étape et voilà notre arrivée. Il nous reste ça à parcourir. Vous voyez, si jamais vous les impliquez sur, je dirais, le cheminement du business, ils en sont tout à fait capables hein, de comprendre. tout Et à fait. justement, ça va les embarquer dans le collectif. Ça va C'est ça. les embarquer dans un but commun. Et comme je vous dis, en France, on a un problème avec l'argent. On veut cacher les choses, ce qui est vraiment idiot. Si vous voulez embarquer une équipe, vous êtes le skipper hein, de votre navire. Si vous voulez embarquer les personnes, attirer les voiles, etc., vous voulez devenir un bateau de compétition, eh bien, vous devez partager les temps de chrono. Sinon,
ils vont toujours tirer, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais non, pour avoir de meilleurs temps de chrono, les gars, voilà pourquoi je vous demande de tirer à tel moment où vous soyez hyper véloce, hyper expert dans votre métier, pour qu'on puisse arriver. C'est ça notre cap, c'est ça notre objectif. Allez, on y va tous ensemble. Moi, je l'ai fait, hein. Et ben, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je les ai aussi réengagés. Voilà, soyons transparents, on doit faire 2 300 000 cette année. L'année dernière, c'était pas ça. Cette année, on va le faire. Et ensemble. Alors, ensemble, on va trouver les moyens. Donnez-moi quels sont les moyens que vous avez besoin, quels sont les moyens que vous utilisez aujourd'hui, quels sont les moyens que vous avez besoin demain pour pouvoir y arriver. Ah, j'ai besoin de plus de temps. Ouais, j'ai besoin, bah, c'est pas mal une formation. Je dis, OK, on va voir. Allez-y. Et puis, on va s'organiser pour atteindre cet objectif ensemble. Tu, Et tu- voilà. tu as parlé tout à l'heure de transparence Mm. et je crois qu'on a bien compris que c'était important pour embarquer, qui est le deuxième mot que tu as utilisé. Euh, et donc, un manager, euh, c'est donc quelqu'un qui a une vision pour embarquer Oui, son bah, équipage. alors, il y a la vision du dirigeant, Oui, du d'accord. dirigeant qui se diffuse auprès des managers. Il y a itération, enfin, je veux dire, il y a partage, il y a augmentation de la vision. Et puis, une fois que la vision elle est constituée, on va la diffuser auprès des collaborateurs qui doivent se l'approprier, qui se l'approprient d'ailleurs. Et, et pour elle, sa vision est belle. Et c'est ça qui va construire le sens. Et moi, voilà, c'est-à-dire que vous aurez réussi quand quelqu'un, dans une soirée, vous dit, tu travailles chez où? Bah, je travaille chez un tel, je suis fier d'ailleurs. Moi, je trouve que la mentalité, l'état d'esprit, il est génial. Euh, Bah oui, enfin, c'est une entreprise. Non, non, c'est pas une entreprise comme une autre, hein. Je suis pas d'accord du tout parce qu'on fait ça, on va par là. Et moi, j'ai l'impression de, vous voyez, voilà, ils s'approprient, je dirais, ils font corps avec l'entreprise. Et pour pouvoir faire corps avec l'entreprise, vous pouvez pas les laisser à côté de certains. Alors, il y a des choses qui restent confidentielles. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais vous pouvez très bien donner l'objectif de votre entreprise. C'est pas confidentiel. Parce que moi, il suffit d'aller sur société.com, je peux avoir votre chiffre d'affaires de l'année dernière en me disant, bon, ils veulent peut-être faire 5 ou plus 10 cette année. Voilà, je veux dire, l'information, on peut aller la chercher. Mais voilà, si vous êtes transparent, vous dites, les gars, on va vers ça, bah, c'est motivant. Comme je vous ai dit, ils ont un peu l'esprit ludique aussi, hein. Voilà, insuffler un esprit de compétition saine, pas entre eux, hein, mais ensemble, on va y arriver. C'est-à-dire qu'on est une équipe, on est une équipe de Formule 1. Vous voyez, l'équipe de Formule 1, tout est partagé avec eux. Pour pouvoir réussir, il faut que tous les indicateurs de réussite soient partagés. Et c'est important. Merci. On a une question de Solène encore. Solène, vous avez encore la main levée. Oui, pardon, c'est que Oui. j'ai pas retiré Ah, d'accord. mon émoticône. Merci. Ok. Ok. Euh, il est presque l'heure. Est-ce que il y a encore quelques questions de profiter de Marc dans cette masterclass, sachant il y a un atelier de 2 jours hein, qui est organisé à Brinda dans notre unité territoriale en Aura. Bientôt, j'ai plus les dates, Marc, en tête là. Autour du 26 novembre. Voilà. Et que nous allons organiser aussi d'autres ateliers sur le management et leadership dans d'autres régions de France. Alors, mais alors, si nos salaires sont plutôt fiers, oh putain, j'arrive pas à lire, sont plutôt fiers Faible. à l'extérieur, faibles Ah, ou fiers à l'extérieur, faut-il s'inquiéter de leur râlerie à l'intérieur? D'accord. Est-ce que la personne peut expliquer un petit peu ces ugly, je ne sais pas si je prononce bien, qui a dans le chat. Alors, il y a Thomas qui dit merci, très intéressant. Sur la dernière remarque, mais alors si nos salaires sont plutôt fiers à l'extérieur, faut-il s'inquiéter de bien leur perçu. Bien bien perçu à perçu? l'extérieur. Ouais.
D'accord. OK. Nos Alors, salariés, l'idée, si Nos nos salariés. salariés, Oui, à salaire, si nos salariés sont, je crois qu'il comment est. réussir à inculquer, non, pardon, excusez-moi, j'ai perdu la question. Je lis, moi, si nos salariés sont plutôt fiers à l'extérieur, faut-il s'inquiéter de Ah oui, leur râlerie à l'intérieur de Ah l'entreprise? oui, d'accord. Pardon. C'est ça. hmm, Voilà. Merci, Odile. Meilleurs OK. yeux que moi. Alors, comme je vous ai dit, la fierté, c'est nourri par des leviers de motivation, d'engagement. Le salaire, c'est plus, on est de l'ordre de la je suis satisfait, plutôt insatisfait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes Alors, c'est pas le aligné salaire, sur. Marc, hein. Je Ah, t'ai, c'est pas le salaire? non, j'ai mal Ah lu bon? et heureusement, Odile. C'est si les J'ai pas salariés sont entendu alors. fiers à l'extérieur. Donc, je Oui, suis fier à l'extérieur. Je montre que je suis fier de travailler dans dans cette entreprise. Mais à l'intérieur de l'entreprise, je râle tout le temps. Enfin, c'est pas un peu ok. français, ça, finalement, en même temps. Oui, Mais bon. c'est un petit peu français, mais ce qui peut être intéressant, c'est les gens qui râlent, donc qui sont dans la plainte. Derrière une plainte, derrière une râlerie, il y a toujours un besoin. Et donc, il faut aller chercher le besoin. Alors, vous déclenchez une réunion, allez hop, d'1 heure, vous dites, bon alors, j'ai entendu que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et finalement, vous avez besoin de quoi alors pour que ça aille mieux? Vous voyez? C'est-à-dire que la râlerie, c'est les gens, ils râlent. Alors, des fois, ils disent, ouais, non, mais j'ai râlé. Alors après, ils peuvent minimiser, hein. Mais il y en a certains, ils vont dire, ouais, c'est vrai, ça fait quand même 6 mois qu'on attend cette machine, elle n'est toujours pas arrivée et tout. Alors, il peut y avoir un manque de communication. Donc là, dire, ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas tenu au courant sur l'arrivée de la machine. Vous voyez? Donc, ils ont besoin de communication, par exemple. Donc, il faut percer l'abcès. Vous provoquez une petite réunion et vous dites, bon, alors, ça râle pas mal là, mais je sais que vous avez besoin de quelque chose. Si vous râlez, c'est que vous avez besoin de quelque chose. Dites-moi. Voilà, Parce qu'on, après, c'est accessible effectivement. ou pas. Vous pouvez planifier et normalement, ça revient à un état initial de voilà, tout rentre dans l'ordre. Parce qu'il peut y avoir une différence entre je suis fier de ce que fait l'entreprise à l'extérieur, donc je suis fier de ce que fait l'entreprise à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, ça me coûte beaucoup. Et et donc, ça me coûte beaucoup en énergie. C'est un petit peu je pense que c'était ça. Et la personne qui a posé cette question, apparemment, nous dit que son micro ne fonctionne pas. En tout cas, on ne l'entend pas. Mais Je c'est crois que ça s'est arrangé. Ah, Je crois que super. ça s'est arrangé, mon micro, c'est bon. D'accord. En tout cas, c'est le décalage entre je suis fière de ce que fait mon entreprise à l'extérieur parce elle accomplit, parce que vendre une pépinière, travailler dans l'horticulture, c'est travailler dans les métiers du vivant et embellir la vie de chacun. Donc, je peux être fière de ça. Par contre, à l'intérieur de l'entreprise, en tant que salarié, ben, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que, waouh, c'est effectivement, il y a peut-être un manque de transparence, un manque de reconnaissance. Et c'est Ouais, on reprend un petit peu toute ta ouais, masterclass. je vous rappelle quand même hein, que les managers ont un rôle essentiel. Et je vous dis, les gens partent 60% de départ, hein, 6 sur 10, c'est quand même beaucoup, hein. C'est à cause du manager. C'est pas parce que l'entreprise n'est pas bien, qu'elle manque de sens. C'est parce que le Mm. management, ça manque de communication, ça manque de fluidité, ça manque de feedback, ça manque de considération. Alors, des fois, on est pressé, vous voyez, on est manager, on doit faire les choses vite, on est sous pression, il y a le chiffre à faire, etc. On oublie l'humain et on va privilégier les tableaux Excel. Il y a un moment, il faut se dire, oh là, ok, je travaille quand même avec des personnes qui ont besoin de feedback, il faut envoyer du feedback. Vous voyez, c'est un juste équilibre. Et c'est pour ça que le boulot de manager est très difficile. C'est parce Bah qu'on est oui. pris en étau, entre je dois faire mon chiffre et puis je dois tirer vers le haut mes équipes et je dois les engager, etc. Dans un secteur en mutation, comme les Tout à secteurs des fait. métiers du vivant, qui doit faire face Mm, au changement climatique, comme on l'a dit tout à l'heure, aux nouvelles mm. réglementations. Et donc, en période de crise, euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut encore plus communiquer avec ses salariés quand on est Exactement. manager. Mm. C'est- Alors, Parce qu'on a tendance faut- à l'oublier, parce qu'on a le nez dans son tableau Excel, et on exactement. a tendance à oublier finalement l'essentiel, le moteur.
de la fusée, que sont les salariés. Voilà, je pense je regarde ma montre, il est presque, il est 25. On peut s'accorder, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Ou d'autres questions. Chez nous, c'est lié aux changements qu'ils veulent mais n'acceptent pas. Ah, ça, c'est la résistance au changement. Ah, la Vieille, résistance au alors c'est changement. pas que la génération Z, hein, ça touche tout le monde et depuis longtemps. C'est la résistance au changement. Ça, c'est compliqué. Alors, je vais l'aborder d'ailleurs dans ma formation, cette résistance au changement, parce que effectivement, quel que soit l'âge, hein, même les jeunes, hein, Eh ont oui, aussi la résistance au changement. Parce que c'est naturel, hein, c'est humain. Le changement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait peur. Derrière le changement, il y a nouveauté. Et tout ce qui est nouveau, ça fait peur. D'accord? On n'est pas rassuré. Alors, je vais vous donner une clé pour que le changement soit accepté. Il doit venir de ceux qui doivent changer. Vous ne pouvez pas imposer un changement. Ça veut dire mm, quoi? Vous devez faire du participatif. C'est bon, on est tous d'accord, les gars, on doit changer ça. Ils vont vous dire oui, mais ils ne vont pas accepter le changement que vous allez proposer. Ils vont dire, bon alors, moi j'ai une idée, mais ce que j'aimerais, c'est recueillir vos idées. Comment on pourrait faire pour changer cette chose-là? Et ils vont y aller avec leurs idées, etc. Et puis vous dites, tiens, et il y a ça aussi, hein, hop, parmi toutes les idées. Et je pense qu'ils vont adhérer au changement si vous les faites participer au oui, changement. bien Enfin, sûr. participer au choix stratégique du changement. C'est-à-dire, voilà ce qu'il va falloir qu'on change. Voilà. Et ensemble, on va choisir ce qui nous semble le plus intéressant, le plus opérationnel, le meilleur, au meilleur budget, etc., pour faire ce changement. Mais en tout cas, ça va émaner de toute l'équipe et pas du N+1 qui impose. On ne peut pas imposer un changement, c'est pas possible. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, le N+1, il a un N+2. Donc, Exactement, ouais. voilà, il a N+2 et il est coincé entre son N+2 et son collaborateur. Et le N+2 a aussi un rôle important pour soutenir son N+1 dans ce changement. C'est toute une chaîne de participative, de management transversal pour embarquer tout le monde, malgré Voilà. les Mm. résistances, encore une fois, qui touchent toutes les générations, hein. On a peur. Toutes les générations, tout à fait. Mm. Alors, eh bien, ça a été plein de questions, ça a été enfin, j'ai trouvé ça très riche, cette masterclass. Est-ce que on s'arrête ici? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole dans le fil de la conversation? J'ai mis le lien sur notre site internet pour télécharger le livre blanc sur les soft skills. Euh, et si vous n'avez pas d'autres questions, je propose ah non, il y a un pouce. Ça, c'est merci pour le pouce. J'ai cru que c'était une main, comme quoi j'ai toujours mes problèmes de. Voilà, on va. Ah, Thomas Face a une question. Thomas? Non, non, Ah pareil, non, non pareil, plus. c'était pour lever la main, Oui, c'était pour pour lever la main. faire un pouce. D'accord, ok. Merci, c'était Enfin, super. merci Merci. Thomas pour ce retour. Et moi, j'ai une Euh, petite question, oui, excusez-moi. oui, je vous en Est-ce qu'on prie. aura ce support, parce que moi, justement, moi, je ne représente pas la RH, mais je pense que ça pourrait être intéressant en interne entreprise. Est-ce qu'on Alors, aura le support de cette présentation ou pas? On Alors, peut la partager. Ouais, je vais tout de suite, il faut me la demander. Je vais tout de d'accord. suite parce qu'on vous avez vu, hein, euh, la, la, il n'y avait pas d'inscription à donc on n'a capté Non, aucune donnée. Et vous m'envoyez un email à ceux et celles qui veulent recevoir cette présentation et l'enregistrement, puisqu'elle est aussi enregistrée. ouais, Et alors, si Pascal, c'est moi, point ouais, neveu arobase astredor.fr. très bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Rendez-vous. Donc, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous le 31 janvier avec Johanna pour la troisième masterclass, Johanna et Marie, où on va aborder la problématique de la biodiversité fonctionnelle. Et avant la prochaine saison,
pour vous qui va démarrer au printemps. On va essayer de glisser une autre masterclass, la 4e de la saison et la dernière, pour parler à nouveau de l'intelligence artificielle, parce que d'abord, ça va très vite et qu'aujourd'hui, Astredor accompagne une grande entreprise du paysage dans la formation autour de l'IA. Et donc, on a un retour d'expérience qui peut être intéressant. Voilà, merci pour votre participation. Ça a été encore une fois très riche. J'ai trouvé ça très riche. Bonne continuation avec vos collaborateurs, vos managers, vos N+2, +3. Et je vous souhaite bon appétit parce que cette fois-ci, il est 12h30 tapante. Merci, à bientôt. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Bonne Merci, au revoir. journée, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.